Qu'attendre concrètement du nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba? C'est la toute première question qui nous intéresse dans ce numéro de Ça fait débat. Et puis, lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Moïse Katumbi, qui est le responsable de la Mouka, de retour au pays, lors de sa dernière sortie médiatique, a pris l'engagement de faire ou de livrer un combat acharné contre les antivaleurs, mais avec quel atout lui-même, Moïse Katumbi? On en parle dans la deuxième partie de ce magazine, et on terminera par une question bonus. Le vrai faux diamant de Mende, qui l'a vu exactement? Par où il est passé. Voilà, 4 invités pour ce débat. Sekimogno Joseph. Joe. Ah voilà, j'aime bien Joseph. Je suis Sekimogno, professeur d'économie. Nous avons également Gabin Loulendou, porte-parole adjoint de l'UNC. Lui n'est plus à présenter. Fumuntoto, c'est l'habituel président du Parti de la Nation Congo. Et puis Jires Sanzala, analyste politique. Et puis président de l'ASBL, Gagnons Ensemble, proche de Ensemble. Bienvenue à tous. On ouvre ce débat avec l'actualité. Sylvestre Ilunga à la primature. Le gouvernement, j'ose le croire, c'est imminent. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet oiseau rare? Les Congolais attendaient apparemment un ange qui n'est pas venu. Moins d'engouement dans les milieux diplomatiques. Un silence inquiétant. Et puis au Congo, c'est vraiment le consensus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est traditionnel. L'illustration est de la Bible. Pharaon, le roi d'Égypte, a eu un songe. Et il fallait un Joseph pour l'expliquer. Et lorsque Joseph a réussi à l'expliquer, c'est à lui qu'il a donné la primature en disant « C'est le trône m'élèvera sur toi, mais je te donne tout le commandement du pays de l'Égypte. » Quel est le rôle alors du Premier ministre? La première chose, c'est de comprendre la vision et le projet de société du président. La première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord des rencontres, des conciliations de vues entre le Premier ministre FCC et le président de la République issu du CACH, entre le PPRD, parti du Premier ministre, et l'UDPS, et allié, parti du président de la République. Deuxième élément, en ce qui concerne le Premier ministre lui-même, c'est de faire d'abord l'état des lieux. On a l'habitude de commencer au Congo sans faire l'état des lieux. Il y a eu plusieurs primatures avec plusieurs premiers ministres. Et dans les derniers gouvernements, il y a eu plusieurs premiers ministres économistes. Adolphe Mouzit, économiste. Augustin Matata-Mpogno, économiste. Monsieur Ilunga, économiste. Mabi Moulumba dans l'État, économiste. Alors, la liste est longue. Et à côté des économistes, des juristes. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans les primatures des économistes? Ça, c'est l'état des lieux. Deuxième chose, quel est le vrai problème du Congo? Le Congo a un problème d'hommes, de culture et d'organisation. Le président de la République dit qu'il faut investir dans l'homme. Mais tout le monde parle du problème d'homme. Mais comment le traduire en vision, projet et programme du gouvernement? Ici, tantôt, nous avons parlé de la nouvelle citoyenneté. Et nous avons vu des émissions de conscientisation, des campagnes de sensibilisation. Vous nous amenez comment le faire dans la philosophie politique et culturelle. Bon, c'était la question. Vous oubliez ma question. Non, la question c'est qu'attendons-nous de lui? J'ai répondu premièrement, bien saisir la vision du chef de l'État et bien traduire cette vision en programme du gouvernement. Concilier FCC et CACH et maintenant savoir faire l'état des lieux. Et après cet état des lieux, nous dire s'il est capable de nous amener les social que nous attendons. Jo Sekimogno, l'homme qui est venu, selon beaucoup d'observateurs, il inspire, voilà, les consensus, et c'est aussi la sagesse. De par les régimes qu'il a traversés.
pour commencer par répondre, qu'est-ce qu'il y a eu avec tous ces économistes qui sont venus? Il faut comprendre qu'il y a différents courants d'économie. Tout ce que vous citez, ce sont des macroéconomistes, des néolibérales, la vision des années 80-70 qui sont venus. Ils pensent que l'économie se développe du haut en bas. Hein, je suis en train de traduire. Mais il y a un autre courant qui pense que l'économie se développe par en bas, du haut. Ça veut dire, comme vous voyez, Matata Poyo parlait de macroéconomie, tout le monétarisme. Ça, c'est pour dire on peut organiser du haut un programme de la nation qui va établir certains liens, indicateurs qui vont influencer les citoyens. Et moi, par exemple, je suis anarchiste, je suis d'un autre courant qui pense que non, on doit commencer par le SMIC, l'emploiement, le chômage, la retraite, pour toucher en haut. Il ne faut pas accuser tous les économistes. C'est des économistes d'un courant spécifique. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Premier ministre aujourd'hui? Je dis, par son parcours, on comprend qu'il est néolibéral. Ça veut dire quoi? Il va toujours favoriser la privatisation qui n'a pas marché. Quand on regarde avec Copyreg, l'organisation qu'il a dirigée, vous comprenez qu'il est expert, c'est un technocrate. Mais à la fin, il a cédé à la pression politique. Et même dans ce courant, dans cette situation ici, on doit s'attendre à ça. Il y a tellement de pression politique qu'il n'aura pas beaucoup à démontrer son expertise. Est-ce qu'il peut faire grand-chose? Je ne pense pas. Sur le plan idéologique, on est tellement différents. Donc il ne faut rien attendre de lui. Il ne faut rien attendre. Il subit des pressions. Il va lâcher, il va aller politique. Il ne va pas appliquer l'économie comme soi. Il ne va pas appliquer même le néolibéralisme qu'il a adopté à l'école. Il ne va pas l'appliquer. Même si on sait de lui on dit qu'il est strict à l'université, c'est un homme de principe. Mais tous ces vieux-là, ils ont une certaine contradiction. Ils ont des principes, mais c'est comme s'ils ont été dans leur ADN une notion de servir un programme. Quoi que mal qu'il soit ce régime, ils vont servir. Alors, c'est ça que on ne peut pas s'attendre. Surtout que Tshisekedi à Béatrice, avant, pendant les élections, il avait promis quoi? Il a promis que le PIB par habitant va aller de 400 à 4000, qu'on aura une croissance de 2,5% par an, que le budget va aller à 87 milliards au long de 10 ans. Je ne crois pas la façon dont ils approchent ce problème d'anéantir la pauvreté qui sera en mesure de le faire. Ah, voilà. Je signale que votre anglais a beaucoup influencé votre français. C'est pourquoi on a suivi l'emploiement, pour dire l'emploi. Alors, 26 ans ou plus aux États-Unis, vous comprenez comment ça a beaucoup joué. Alors, cash, on vous rappelle les promesses depuis Béatrice. Alors, est-ce qu'il faut attendre comme Fumutoto, un homme qui va mettre en musique la politique du président de la République ou sa vision, ou il ne faut même pas beaucoup attendre de lui parce que c'est un homme qui subit? Quel est votre commentaire? Bon, premièrement, je tiens à les féliciter pour sa nomination. C'est une promotion. Il est vrai que dans un passé, il est des choses qui lui sont reprochées, mais est-ce que ces choses-là, les reproches qui sont formulés contre lui, est-ce qu'ils sont fondés ou ils ne sont pas fondés? Je pense qu'il trouve l'occasion là de pouvoir prouver au monde que si dans les passés ça n'a pas été fameux, aujourd'hui je peux faire mieux. Parce que quand vous avez quelqu'un de 73 ans, tout ce qui lui reste c'est marqué par ses empreintes à travers ce qu'il va faire comme travail, de telle sorte que les générations présentes et à venir lui soient reconnaissantes à jamais. Donnons-lui la chance, ne les condamnons pas avant. Toujours est-il qu'il doit se servir des autres pour pouvoir tirer les leçons en tant que Premier ministre. Parce que s'il ne se sert pas des autres, c'est-à-dire ce qui est arrivé aux autres pour tirer des leçons pour l'avenir, les mêmes causes produisant les mêmes effets, rien n'avancera. Il ne faut pas qu'il soit un Premier ministre qui obéit au mot d'ordre des Kingakati. Parce que dans les passés, ça a été le cas. C'est ainsi que vous allez par exemple constater que des gens qui se sont succédés au niveau par exemple de l'Assemblée nationale n'ont pas mieux fait parce qu'ils répondaient aux mots d'ordre de leur famille politique, même si ces mots d'ordre de la famille politique ne correspondaient pas à l'intérêt général. Donc, dans notre pays,
l'état des lieux, je ne sais pas s'il faut encore un état des lieux. Le problème de ces pays sont connus. Ils sont connus. Tout celui qui veut accéder au pouvoir connaît le problème auquel ces pays se trouvent être confrontés. À mon humble avis, il y a plusieurs paradigmes et il faut les changer. Parmi ces paradigmes qu'il faut changer dans ces pays, c'est que moi j'ai toujours pensé qu'il faut commencer par la réduction du train de vie des institutions. Déjà, vous arrivez, vous prenez le pouvoir, on vous dit que 70% du budget de l'État va dans les trains de vie des institutions. Vous faites comment? Est-ce qu'il est raisonnable qu'on puisse prendre 70% du budget de l'État pour les mettre dans les trains de vie des institutions? Donc, il faut commencer par réduire les trains de vie des institutions. Ça, c'est tout le monde qui voit qu'en principe, on est dans une situation d'anomalie, mais personne ne fait quelque chose. Ça, c'est le premier paradigme. Utiliser les voitures Ketch au lieu des Jeeps non, non, non. 120 000 $. Non, mais 200 000 $. Si on le faisait, je vous dis, en Suède, les ministres prennent des bus. Et ils ne sont pas gênés. Si les conditions sont réunies et qu'il y a des bus confortables, un ministre peut prendre les bus. Mais chez nous, plus on est pauvre, plus on exhibe les trains de vie beaucoup plus élevés en ce qui concerne le fonctionnement des institutions. Est-ce que vous pensez qu'en consacrant 70% du budget de l'État dans les trains de vie des institutions, est-ce que nous créons de la richesse? Nous ne créons pas la richesse. Or, il faut que l'argent est dans l'investissement parce qu'à travers l'investissement, vous créez la richesse. Donc, les coûts de vie, les trains de vie des institutions, ça veut dire aussi dans une situation où vous avez des gens qui sont très misérables, mais vous avez en même temps des ministres, des députés qui ont des salaires très élevés, 12 000 $, 13 000 $, alors que vous avez un fonctionnaire qui a 100 000 francs congolais. Donc les salaires d'un fonctionnaire, d'un militaire, d'un policier, d'un enseignant, c'est plus de 10 ans de travail d'un ministre, du salaire d'un ministre mensuel. Donc changeons ces paradigmes-là. Deuxième paradigme, ce que nous sommes dans une société où nous produisons ce que nous ne consommons pas et en même temps nous consommons ce que nous ne produisons pas. La conséquence, c'est quoi? C'est que nous avons une dépendance accrue vis-à-vis de la monnaie étrangère. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger. Et comme l'essentiel de ce que nous consommons vient de l'étranger, à un moment donné, les importateurs ont besoin de beaucoup d'argent, en particulier les devises, pour aller acheter ce que nous consommons. Il faut que ces paradigmes-là changent. Maintenant, comment on fait pour changer ces deux paradigmes? C'est là où se situerait l'intelligence. Et je pense que l'intelligence ne manque pas. Et surtout, on dit la vie, c'est une intelligence. Voilà. Chez les Lamoukars, comment avez-vous accueilli d'abord la nomination de ce Premier ministre, Ilunga Ilunkamba, et puis voilà, qu'est-ce que vous attendez de lui? Avec le stylo rouge que vous avez déjà tenu dans votre main. Vous savez, monsieur Fabien, c'est difficile d'avoir un stylo rouge pour corriger les autres. Je n'apprécie pas l'expression. En fait, ce que je dirais plutôt du Premier ministre, tout en lui présentant mes sincères félicitations, on attend beaucoup de ce monsieur, monsieur Ilunga. Vous savez, personnellement, j'ai été un tout petit peu sceptique à sa nomination parce que je me dis, dans des pays où les choses fonctionnent très correctement, la France, la Belgique, l'Hollande, on a un Premier ministre de moins de 50 ans. Maintenant, on a un Premier ministre dans un contexte très difficile où il y a un président qui n'a pas une majorité. Nous savons comment est-ce que l'FCC est constitué. Est-ce qu'il saura résister à toutes les pressions de Kingakati? Et deuxième élément, je me dis toutefois qu'on a connu aussi des premiers ministres qui ont moins de 50 ans, mais qui ont excellé dans la surfacturation, la corruption, tout et tout. Bon, c'est là, je me dis, il faut lui accorder la chance, comme a dit Maître Gabin. Mais ce qu'il faut relever encore une fois ici, nous attendons de lui beaucoup de choses. Maître Gabin a soulevé quelque chose de très important, c'est la réduction des vies des institutions. Et là, c'est très important. Vous avez dans un budget à 100%, vous prenez 70% qui vont dans le paiement de salaire, le fonctionnement des institutions, ça pose problème. On n'a pas un budget assez important concernant des investissements. Nous attendons de lui la lutte contre la corruption, M. Fabien. Si ces pays ne marchent pas parce que quelqu'un dit 10 milliards ou 15 milliards de dollars vont dans des poches des gens, échappent au trésor public. Donc nous attendons de ces messieurs des actions assez fortes qui puissent sortir du Congo dans cette misère assez grave. Je continue, si vous permettez. Monsieur Ilunga, il a une expérience assez éprouvée dans la gestion des affaires de l'État, mais qui malheureusement a
des limites. On a vu là parler du copyright, la réforme des entreprises, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Les copyrights qui a amené à la transformation des entreprises publiques, ça n'a pas abouti. Donc, ce que moi, je peux noter ici, c'est qu'il faut lui accorder la chance, mais tout en relevant qu'il travaille dans un contexte assez difficile. Alors, Fumutoto, des défis énormes, mais qui ne doit pas faire peur quand même à ce nouveau Premier ministre, à sa future équipe gouvernementale. Et pour lui permettre de bien travailler, devra-t-il compter sur combien de ministres, par exemple, au-delà de votre coalition vraiment extraordinaire? Bon, moi je pense que je demande aux amis de ne pas être en mesure de se tromper les cibles. Le problème du Congo ne s'appelle pas FCC ou Kingakat. Le Congo a un problème d'hommes. On ne peut pas dire aujourd'hui que FCC signifie l'enfer, Cash signifie le paradis. Parce que dans le Congo de 58 ans de misère, le peuple ne se retrouve pas. 80% de ceux qui sont aujourd'hui à l'opposition ont mal géré le pays lorsqu'ils étaient aux affaires. Et 80% de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, qui gèrent mal, étaient des opposants hier, mais le peuple ne se retrouve pas. Donc, c'est pourquoi nous avons créé la 3 ans pour dire que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. Moi, je crois cataloguer comme ça, M. Gabin, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. Vous ne pouvez pas reconnaître que nous sommes dans un gouvernement de coalition. Moi, je suis du FCC, vous le savez bien. Et vous dites que le Premier ministre ne va pas recevoir les directives de sa famille politique. Moi, je ne peux pas soutenir ça parce que coalition veut dire union. Et le Premier ministre a été présenté de l'autre famille à la politique à laquelle n'appartient pas le chef de l'État. Mais est-ce que c'est un moyen... Il doit dépendre de qui? De sa famille politique ou du président? De deux. Alors, par rapport à la gestion d'État, mais ce soit clair, parce qu'il ne faut pas que nous puissions nous masturber intellectuellement ici. La vision des temps, le garant des institutions sur le président de la République. Mais si aujourd'hui il n'a plus la confiance de sa famille politique, qu'est-ce qui va arriver? Non. C'est ça le problème. Donc il doit obéir à un chef et puis... non, il est le Premier ministre de la République, il doit... La Constitution dit clairement, précise clairement les attributions du Premier ministre. Il définit, en consultation avec le président, la politique de la nation et assume la responsabilité devant le Parlement. C'est l'article 91 de la Constitution. C'est ça. Mais on dit bien, lorsque le président de la République n'a pas eu la majorité au Parlement, il nomme un Premier ministre au sein d'une coalition. Et la coalition est FCC. Nous sommes déjà ensemble. Je ne veux pas qu'au lieu d'identifier les antivaleurs dans nous tous, qu'on continue à dire FCC signifie antivaleur et le contraire signifie valeur. C'est cette nuance-là qui était nécessaire. Deuxième chose, mais Gabin, vous ne pouvez pas être à mesure de savoir là où les autres ont échoué et là où les autres ont réussi si vous ne faites pas l'état des lieux. Il n'y a pas un âge pour l'état des lieux. D'ailleurs, il y a des états des lieux que vous ne pouvez pas dresser si vous n'avez pas les moyens d'État. Même quand il était dans une société, si vous n'avez pas, par exemple, les fonctions du président de la République, vous ne saurez pas accéder à toutes les données d'État pour être à mesure de dresser l'état des liens en général de toute la République. Maintenant, nous voulons savoir, messieurs les journalistes, dans chaque pays du monde développé, je crois qu'il y a un économiste en face de moi, lorsqu'il y a un gouvernement, lorsqu'il y a un président de la République, on finit toujours par savoir quelle est la politique économique du régime. Maintenant, IDPS, social-démocratie, INC, social-démocratie, PPRD, social-démocratie. Pour me maintenir à ce que Mounio vient de dire, si le Premier ministre est néolibéral, alors que le président de la République est social-démocrate, si on ne construit pas les vues pour voir clair la question publique en ce qui concerne l'État, même si l'économie politique ou les finances publiques, même s'il y a de bonnes volontés, mais si la conciliation des vies n'est pas au rendez-vous, des politiques économiques contraires, non conciliées ne peuvent pas amener le bien-être. C'est pourquoi je dis que c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, non, moi je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que la réponse réside dans la diminution des traits de vie des institutions. 12 000 $, c'est rien. Si nous avions 150 000 milliards de dollars de budget, est-ce qu'on peut discuter, au lieu d'aller dans une vision réductionniste de l'État, est-ce que nous ne pouvons pas, nous, des intelligences, affirmer, avoir honte d'affirmer que notre budget en recette propre est autour de 5 milliards. Non, je termine en disant qu'il faut que nous puissions revoir la procédure économique pour que nous puissions d'abord rehausser notre budget par
la mobilisation des recettes extérieures. Pourquoi nous allons avoir une idée inférieure à notre PIB? Merci Fumutoto. J'applaudis Fumutoto parce que le débat commence à l'être d'une façon politique économique. Je suis d'accord avec toi. Dire que réduire les trains de vie sans dire que le budget en soi il est tellement médiocre. Voilà. On doit se voir comment on va accroître les revenus des citoyens. On doit changer le système de taxes. Moi, je suis contre la TVA. Je pense qu'on doit éliminer la TVA, mais on doit augmenter la taxe sur l'emploiement. Sur l'emploi. Sur l'emploi. Mais le NEM, c'est comme... c'est vide. C'est creux. Et c'est ça que on veut voir. On va voir si le président, son second mouvement, c'est remplir le NEM. Est-ce que ça serait une priorité? Si ce n'est pas une priorité, alors on comprend que le débat, le discours d'avant de parler emploi, d'avoir un SMIC, c'était seulement un discours. De deux, si on veut voir aussi le Premier ministre, moi, je donnais mes analyses en tant qu'individu. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Moi, je dis... Ils ont parlé d'éducation, ils ont parlé de social. Est-ce qu'ils vont nous indiquer que c'est une priorité en les mettant des vice-primatures? Est-ce que le département d'éducation ou des affaires sociales sera des vice-primatures? Est-ce qu'il y a 4 départements? Je vois l'économie, l'éducation, le travail et le social. Est-ce qu'ils vont aller au-delà des partis politiques pour nous mettre des idéologues, des gens qui ont déjà écrit qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et de 3, je pense vraiment qu'on doit éliminer certains départements qui sont fantaisistes, sport, jeunesse, citoyenneté. Est-ce qu'il va nous montrer qu'il est l'expert qu'il est ou il va encore nous donner une indication qu'il a cédé aux politiques, avoir tous ces départements, juste pour avoir des gens pour remplir des chaises? C'est ça que je veux voir. C'est le grand test que je pose. Alors, Gabin, l'année prochaine, ça sera la gratuité de l'enseignement de manière beaucoup plus élaborée comme annoncé. Les syndicats ont donné les tons en termes de pression. Le nouveau Premier ministre, que devra-t-il faire concrètement pour matérialiser la vision du chef et respecter les engagements du chef de l'État? Bon, mais avant de répondre à cette question-là, parce que des choses ont été dites ici, et je pense qu'il faut recadrer. Quand je dis qu'on n'a pas besoin d'un état des lieux dans ces pays, cela ne signifie pas ne pas savoir ce qui se passe, parce que de toutes les façons, quand on arrive, on va savoir. Mais les problèmes auxquels les pays se trouvent être confrontés, d'une façon générale, sont connus. Et nous n'avons jamais fait un effort pour changer les paradigmes auxquels je venais de faire allusion. Donc, si nous connaissons déjà les problèmes, ça fait plusieurs années, et qu'on arrive au pouvoir, on ne change pas les paradigmes, mais on va aller dans comment on dirait, dans les états des lieux. C'est des fois au niveau du ministère, qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est d'une façon générale, l'autopsie a été faite dans ce pays. Nous avons eu beaucoup de séminaires dans ce pays, coulage des recettes. Tout le monde sait que dans ce pays, nous perdons énormément d'argent. 15 milliards de dollars échappent à l'État chaque année. Les problèmes ont été identifiés. Les solutions également, est-ce qu'on a eu à appliquer les mesures qui ont été arrêtées pour qu'on arrive? Donc on risque de passer les temps là-bas, état des lieux, alors que les problèmes sont connus, nous n'avons pas trouvé de solution. Assez rapidement, même. Deuxième aspect de choses, Fumutoto entre dans une contradiction. Le Premier ministre, comment dirais-je, harmonise son programme avec le président de la République. Dès que ce programme est là, le Premier ministre doit exécuter le programme. Il n'a pas besoin d'aller recevoir les instructions de sa famille politique. Quand il parle de la confiance de sa famille politique, ça veut dire quoi? La confiance de sa famille politique, ça veut dire, à un moment donné, lorsque la position, comment dirais-je, visant l'intérêt général entre en contradiction avec les intérêts privés d'un parti politique, eh bien, donc on peut comprendre que le Premier ministre obéisse à sa famille politique parce qu'il a peur que la famille politique lui retire la confiance. C'est comme ça qu'on détruit ces pays. C'est pourquoi j'ai parlé de l'image des Kingakati. Pas forcément que de l'autre côté, il y a des anges, d'un côté, il y a des anges, de l'autre côté, il y a des démons. Mais c'est tout simplement pour dire qu'à un moment donné, les gens ont sacrifié l'intérêt général parce qu'ils devaient obéir à un mot d'ordre d'une famille privée. Troisième aspect de choses. Je ne suis pas d'accord aussi bien avec Jojo que Fumutoto en ce qui concerne les trains de vie des institutions. Parce qu'on vous dit quoi? Oui, mais si nous avons un budget de 150 milliards de dollars, on peut maintenir les mêmes salaires. Mais comment arriver à avoir le budget de 150 milliards de dollars si dès le départ, chacun de nous ne peut pas se retrouver dans une situation de sacrifice? Je comprends bien Fumutoto, il est dans les CNSA, il ne voudrait pas que ces émoluments puissent être revus à la baisse. Mais est-ce qu'il est logique, il est normal
dans une société où vous avez un fonctionnaire qui a 100 000 francs congolais et de l'autre côté, vous avez un ministre qui a 12 000 $. C'est que dans une société, on peut dire, mais écoutez, vous demandez à ces pauvres fonctionnaires un peu de sacrifices, vous devez être le premier à vous sacrifier. Vous avez 12 000 $, on va ramener ces salaires à 6 000 $. Imaginez qu'on récupère 6 000 $ au cas où les ministres a 12 000 $. On récupère 6 000 $ par mois sur chaque ministre. On récupère 5 000 $ par mois pour chaque député. On récupère 5 000 $ par mois pour chaque sénateur. On va à la présidence de la République. On va à la primature. On récupère. Cet argent déjà peut nous permettre, dès la première année ou deuxième année, d'avoir une banque agricole, d'avoir une banque agricole de 150 ou 200 millions de $. Et deuxième année, même, au bout de 5 ans, on peut avoir une banque agricole qui a un capital social peut-être d'1 milliard de $. Et quand vous avez 1 milliard de $, ça vous permet justement d'injecter pour les routes des dessertes agricoles. Ça permet de prendre les mamans, les papas, les mettre ensemble pour avoir des coopératives, leur accorder des crédits pour développer l'agriculture, etc. Donc, pour moi, pour arriver à un budget de 150 milliards de $, il faut commencer par des efforts, en dehors bien évidemment des réformes qui sont nécessaires en termes de la fiscalité. Mais l'autre bêtise, c'est quoi? C'est de penser que on peut arriver dans une situation où on dit, oui, on doit revoir la TVA à la baisse, mais on doit augmenter l'impôt sur les salaires. Ça veut dire quoi? Un fonctionnaire qui aujourd'hui a 200 000 francs congolais ou un travailleur qui a 200 000 francs congolais, quand vous augmentez ses impôts, ça veut dire quoi? Vous réduisez son pouvoir d'achat. Il est déjà en difficulté. Donc c'est pour vous dire que Jojo raconte des choses qui sont peut-être applicables aux États-Unis compte tenu de la situation, mais qui ne peuvent pas être applicables en République démocratique du Congo. Merci. Maintenant, concernant l'éducation, le président a pris des engagements. Très important même, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, le président avait promis que les ministres, ces ministres ne seront pas de leurs excellences qu'on connaît, mais ce sera des esclaves. Alors, c'est pour apaiser Fumutoto que les choses risquent de basculer dans un autre sens. Il faut un peu des sacrifices de part et d'autre. On demande à quelqu'un qui ne peut pas vivre avec 100 000 francs congolais, 200 000 francs congolais, de se serrer la ceinture. Mais celui qui touche 12 000 $, on lui dit, mais toi, tu peux encore rester là-bas en attendant qu'on augmente. On mettra combien de temps pour augmenter? Et pourtant, on peut réduire pour injecter l'argent dans l'investissement, tout en espérant qu'en injectant l'argent dans l'investissement, on va créer la richesse. En créant la richesse, on pourrait alors, à tout moment, revoir, commençant par les plus petits, etc. Alors, c'est aussi simple que cela. Est-ce que vous êtes d'accord chez les Lamoukars, vous êtes d'accord avec Jojo qu'on doit au moins, analyste proche d'ensemble de Katombi, de la Moka, vous le reconnaissez quand même. Alors, on doit supprimer des ministères comme ministère des Sports, jeunesse, révolution de mentalité, éducation, nouvelle citoyenneté. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, écoutez, qu'on fasse un gouvernement c'est une aberration. J'étais sidéré à l'entendre parler, supprimer le ministère de la jeunesse, sport. Non, le problème ne se situe pas à ce niveau. Ces ministères-là doivent être là, mais il se pose un problème du fonctionnement. Est-ce qu'ils ont les budgets qu'il faut? Ils ont des personnes qui sont animées de très bonnes visions, et c'est ça le problème. Mais pour revenir à ce que je vais revenir à votre question, Maître Gabin vient de dire, c'est très important. Nous assistons à une situation où on vous dit, nous sommes très pauvres, restez là et nous avançons. Donc vous avez un député qui touche 9 500 et un fonctionnaire qui a moins de 100 $. Mais ces gens, des enfants, comment est-ce qu'ils vont faire scolariser ces enfants? Donc si on est pauvre, soyons tous pauvres. C'est très important. Cette question a été posée au président de la République, le président Kabila, bien entendu, il y a des années passées. Il avait très mal répondu en disant, même si on prenait 2 000 $ ou 3 000 $... Il avait très mal répondu. À mon avis, et j'assume mes propos, parce qu'il disait, c'était sa réponse, même si on enlevait 2 ou 3 000 $, sur les salaires de chaque député ou ministre, ça ne va pas résoudre les problèmes. Mais ce n'est pas ça. Notre préoccupation, c'est de créer des banques d'investissement, comme a dit Maître Gabin, et ça peut aider. Donc moi, je souscris à l'idée de la réduction des trains de vie des institutions, en tout cas, et de bien maximiser les recettes de l'État, parce que les fameux coulages, on en parle, on a organisé des ateliers, mais on n'arrive pas à résoudre les problèmes. Donc il y a 15 milliards qui échappent au trésor public, là c'est très grave.
En tout cas, c'est très grave. Le nouveau Premier ministre doit mettre tout en œuvre pour bien maximiser les recettes de l'État, pour revenir à ce que je dois dire. Notre problème, c'est aussi la diversification de l'économie. On a une économie introvertie. Maître l'a rappelé, on consomme toujours ce qui provient de l'extérieur et ce qu'on produit, on ne le consomme même pas. Donc travaillons pour que notre économie soit diversifiée et en ce moment-là, on aura un budget assez important, on aura créé des richesses, des emplois et tout le monde se sentirait un tout petit peu à l'aise. Assez rapidement, Jojo. Assez rapidement pour dire, ça c'est, j'aime bien cette discussion parce qu'on sait tous le mal, hein, le problème. La différence qu'on a, c'est idéologiquement comment les résoudre. Moi, je dis, c'est ça, on connaît le mal. Je dis, pourquoi on doit éliminer la TVA pour augmenter la taxe sur l'emploi? C'est pour que le citoyen, il est prouvé que quand on augmente la taxe sur l'emploi, les gens sont plus concernés sur leur économie. Et quand je dis ça, l'un côté que vous voyez seulement qu'on doit maintenir la pauvreté. Ça, c'est stabiliser la pauvreté, enlever de l'un, donner à l'autre. Ça, c'est le classicisme, ça, c'est le populisme. Moi, je dis, on s'attaque au SMIC. On doit augmenter le SMIC. On ne doit pas penser qu'un doit être pauvre, hein, diminuer sa richesse pour amener à l'autre. On n'a pas besoin d'une croissance économique. On a plutôt besoin d'une ascension économique. Ne regardez une ascension économique. Cela signifie quoi? Quel est le distinguo entre croissance économique et ascension économique? La croissance économique, c'est agrégation. J'espère que c'est en français. La progression. Oui, comme un escalier. Du PIB. Voilà. Du PIB, comme un escalier. Et moi, je dis, on a besoin d'un boom économique pour qu'on rattrape les autres au XXe siècle. On ne peut pas le faire en prenant de riches, donnant aux pauvres, et le rouge... On ne donne pas aux pauvres. En général, une histoire. Pour dire minimiser, hein, on doit trouver le milieu du pauvre, le rendre le riche pauvre. On dit non, notre préoccupation, c'est de créer la richesse. On doit créer la richesse. Même les gens que pensaient qu'ils sont riches, ils ne le sont pas. Et moi, je pense même les salaires de ministres sont peu. C'est peu parce qu'on devait appeler des gens avec une grande expertise. C'est ça, on ne peut pas payer un ministre 3 000 $ et penser qu'on peut recruter le meilleur des meilleurs. Si on veut recruter le meilleur des meilleurs, on doit dépenser l'argent. C'est pour ça que dans nos institutions, ici même d'université, on n'a pas le meilleur des meilleurs parce qu'on ne les paye pas au niveau compétitif. Il ne faut pas prendre du riche au pauvre. Il faut penser d'une mesure générale, créer la richesse, attaquant au SMIC, attaquant. On peut même faire tomber le dollar. On n'a pas besoin même de fois d'augmenter le salaire nominal. On peut attaquer le dollar, le faire tomber avec nos réserves. Et ça increase, ça accroît même le pouvoir d'achat des citoyens. Il y a des mécanismes économiques qu'on peut accroître le revenu des citoyens. Maintenant, ici, la plupart des gens qui sont économiques ici, ils parlent de l'État. Revenu de l'État, accroître les revenus de l'État, accroître. Il y a les fonds qui sortent, qui évitent les caisses de l'État. Moi, je dis, je m'en fous de ça. Parlons du Congolais. Le Congolais d'abord. Parlons du SMIC. Parlons comment résoudre le problème de l'emploi. On ne peut pas diversifier une économie. On ne peut pas. Ce qu'on peut diversifier, c'est plutôt le moyen que le Congolais ou les individus participent à à une entreprise. C'est ça qu'on dit. Donner les Congolais des moyens diversifiés et ça va créer une opportunité pour qu'une économie soit diversifiée. C'est pas on n'est plus le communiste. Moi, je suis rouge dans le sang communiste, mais c'est plus applicable au deuxième siècle. On boucle ce premier sujet par des propositions concrètes. Ouais. Ilunga, c'est votre papa, votre grand frère, c'est votre compatriote. Ouais. S'il échoue, c'est FT qui échoue, le président Tshisekedi. Et si c'est le président Tshisekedi qui échoue, eh bien, c'est le Congo qui échoue, eh bien, voilà, on oubliera cette alternance pacifique du pouvoir. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Concrètement, on vous appelle à l'hôtel ou à la résidence, dit mais proposez-moi ce que je dois faire. Claire. D'abord, conciliation de vie entre le Premier ministre et le Président de la République pour que nous puissions définir clairement quelle est la politique économique de Félix-Antoine Tshilombo. Est-ce que c'est la politique de la gauche, c'est la politique de la droite ou c'est la troisième voie, c'est-à-dire en prenant les aspects positifs d'un cas et de l'autre. Si on ne soulève pas ce débat, voilà pourquoi les Gabins pensent que la richesse des Congolais qui souffrent est cachée dans le grand salaire des ministres. Mais c'est extrêmement grave. Prenez le revenu national par tête d'habitant, les calculs comment? C'est en prenant le PIB divisé par tête d'habitant.
Même si notre PIB est à 15 milliards, divisé par 14 millions de Congolais, c'est insignifiant. Même si les ministres ne prenaient pas le salaire de l'autre, le Congo sera dans la sous-pauvreté. Nous ne sommes même pas un pays pauvre du point de vue économique. Nous sommes sous la pauvreté. Nous ne sommes même pas un pays appelé pauvre économiquement parlant. La vision économique qui doit concerner. Non. Ce qui m'a dit des choses merveilleuses, mais parce qu'il a des difficultés de partir de l'anglais. Nous n'avons pas besoin de la croissance économique au Congo, parce que la croissance économique n'est pas de la macroéconomie. Il peut s'agir seulement d'un seul secteur de mines qui aura augmenté les ressources. On peut aller à 150 milliards, mais il n'y a pas l'inclusivité, la diversité, la diversification de l'économie pour que les peuples du micro puissent se retrouver. Nous avons un concept sincère sur le développement économique. Et le boom économique, comme il veut dire, c'est quoi? Nous ne pouvons pas être un pays sérieux lorsque notre dette sur le plan international est inférieure à notre PIB. Alors que tous les pays développés du monde entier, leurs dettes sont supérieures à leur PIB. Alors, vous proposez les Je propose le débat, dans le débat de dire faut moto taper de revoir ces émoluments. Oui. Ça, ce n'est pas ce débat que nous avons à ce niveau. Nous sommes à un débat de haut niveau, mais il ne faut pas nous réduire à ce débat. Je termine, s'il vous plaît, je termine. Je termine, s'il vous plaît. Nous terminons ce sujet maintenant. A géré 5 mois sans l'FCC au niveau, ici depuis janvier. Si Gabé a une politique de réduction des traits de vie des institutions, vous voulez poser la question. Avez-vous réduit dans les 5 mois déjà entamés? Si vous avez réduit, vous êtes dans quelle politique? Socialiste, libéraliste ou la politique de la troisième voie à travers le monde entier? Et voilà, enfin, vous êtes dans une coalition. Enfin, je conseille au Premier ministre de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est-à-dire quoi? Vous avez des alliances? Je réponds. Oui. Pour changer l'homme, il y a 3 choses. Il faut lui donner ce qui lui manque. Il faut lui retirer ce qu'il a de mauvais et il faut les contraindre malgré lui pour aller vers les biens. Gabin, est-ce que s'il y a l'indiscipline et... Fumutoto. Ok. Gabin, est-ce que ce sera facile de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans une approche compétitive avec ces accords que vous avez, UDPS, UNC et puis CASH, FCC? Est-ce que ça sera facile? Non, mais je vous dis, le problème ne se posera pas en termes de programme. Parce que si vous regardez très bien, que ce soit l'FCC, que ce soit CASH, les problèmes qui se posent dans notre société ne sont remis en cause par personne. Tout le monde sait qu'il y a la pauvreté dans ce pays, tout le monde sait que les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les enseignants, etc. sont mal payés. Tout le monde sait que nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que... Tout ça. Mais qu'est-ce que nous faisons pour changer le cours des événements? C'est à ce niveau-là que les approches divergent. Moi, je continue, je persiste ces signes. L'approche de Fumutoto et Jojo, ce sont des approches dépassées. Comment on dirait, Jojo serait peut-être un bon économiste aux États-Unis, mais il serait un très mauvais économiste au Congo, par les approches qu'il développe. Exact. Pourquoi je dis ça? Ici, je ne dis pas que nous réduisons les trains de vie des institutions, c'est-à-dire nous prenons l'argent des députés, des ministres pour donner, comment dirais-je, aux fonctionnaires. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit en réduisant, il n'a rien compris. Le train de vie des institutions. Des institutions. Je veux dire quoi? Je veux dire que quand on réduit les trains de vie des institutions, ça veut dire quoi? On regarde la rubrique fonctionnement. Est-ce qu'on ne peut pas dépenser moins que ce que nous dépensons? Pourquoi, par exemple, quand quelqu'un passe sur la route, il doit avoir 25 jeeps, tout en sachant que c'est de gros cylindrés? C'est l'argent de l'État. Comment dirais-je? Attendez. Il faut dire au peuple. Est-ce que c'est vous qui répondez? Attendez. Est-ce que c'est vous? Gabin, c'est vous qui avez la parole. On ne individualise pas le débat. Fumutoto, est-ce que c'est vous qui posez des questions sur ces plateaux? Ça fait débat. Oui, ça fait débat. Gabin, mais c'est vous qui avez la parole. Poser des questions. Vous avez la parole. Je réponds aux questions du journaliste. Voilà. Je disais, ici, il ne s'agit pas de réduire les salaires comment dirais-je, des ministres ou des députés pour donner aux fonctionnaires, aux militaires. Ce n'est pas ça l'approche. L'approche consiste à dire qu'il y a eu une anomalie.
Pourquoi? Parce que la distribution, la redistribution de ressources de l'État n'ont pas été faites normalement. Dans la mesure... Mais je viens de prendre la parole, vous voulez maintenant... Non, je suis à vous. Oui, parce que vous changez déjà. Non, je suis dans un geste gestuel qui montre qu'on bascule au deuxième sujet. Est-ce qu'il ne veut pas terminer? Mais je n'ai encore rien dit. Mais je n'ai rien dit, Gabin. Comment ça me suspecter même si je n'ai rien dit? Attendez. Donc, l'idée ici n'est pas de dire dépendre pour ceux qui touchent plus pour donner à ceux qui touchent moins. L'idée ici, c'est de dire ceux qui touchent plus n'auraient pas dû toucher plus dans un budget de 5 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui a 100 000 et l'autre qui a 12 000. Il y a eu déjà une injustice. Et cette injustice se corrige comment? Cette injustice se corrige en disant nous allons prendre un peu de celui qui touche plus pour créer la richesse. Pas en donnant à celui qui touche moins, mais en investissant. J'ai donné par exemple l'exemple. Aujourd'hui, nous parlons de l'agriculture, priorité des priorités. Quel est l'outil pour soutenir l'agriculture? Quels sont les moyens que nous mettons pour soutenir l'agriculture? Ça n'existe pas. Mais par contre, aujourd'hui, avec les petits exercices que je vous donne, il est aujourd'hui possible d'avoir une banque agricole qui n'aura comme financement que le fait que nous avons réduit les salaires des Fumutoto et d'autres. Et en ayant une banque agricole, on n'aura pas donné aux plus pauvres, mais on aura créé la richesse. Parce que la banque agricole va soutenir l'agriculture, ce sera un outil au service de l'agriculture. Et nous savons que quand nous soutenons l'agriculture, nous allons produire. Et en produisant, on va avoir suffisamment à manger. En ayant plus à manger, vous ne trouvez pas Oui. Vous ne trouvez pas que l'idée du surendettement est très bonne, dans le sens que la diplomatie elle-même, c'est le prestige. Ça va demander des sous. Vous n'allez pas faire une diplomatie des pauvres. Sinon, vous n'allez pas prendre place dans certains milieux. Mais attendez, la présidence elle-même, c'est le luxe. L'Assemblée nationale, avec Sénat, voilà, avec le Sénat. Alors, à ce niveau-là, comme vous avez le maigre budget, lui propose que vous puissiez vous surendetter, parce que même les puissants ont plus de dettes. Non, attendez. Le problème est que nous sommes raisonnables. Lorsque vous voulez vous surendetter, les gens posent des questions essentielles. Les questions essentielles qui sont posées, c'est de dire comment d'abord vous gérez les peu que vous avez avant de demander, comment dirais-je, que les autres vous viennent en aide. Il faut d'abord savoir comment vous gérez. Vous avez 100 millions de dollars. Ces 100 millions de dollars ne servent qu'aux gens à une certaine catégorie. Les autres sont laissés. Il y a déjà un problème de répartition de ce que vous avez. C'est pourquoi j'ai dit, faisons très attention. Ces surendettés ne posent pas de problème. En économie, aujourd'hui, on peut élaborer un budget déficitaire en prévoyant que les dépenses seront plus importantes que les recettes, mais il sera maintenant question de savoir où est-ce que nous allons tirer les ressources lorsque nous avons élaboré un budget déficitaire. Ici, c'est un problème de l'équité, dans la mesure où nous pouvons déjà à l'interne dégager les ressources nécessaires pour injecter dans l'investissement. Alors Gabin n'a pas envie de voir le CNSA se faire dégraisser en réduisant le salaire, le salaire de Fumutoto. C'est une déviation, il n'est pas dans les moi débats. j'ai envie qu'on puisse dégraisser. C'est Fumutoto qui ne veut pas qu'on dégraisse. Tu es dans les populismes. Non, je ne suis pas dans les populismes. J'y reste. Je ne suis pas dans les débats. Voilà. Cette idée, d'abord gérer le peu que vous avez de manière rationnelle, dans la transparence, mais en donnant la chance aussi aux enseignants d'être compétitifs. Alors l'enseignant dit, je vais donner cours jusqu'à la fin de ma vie, il n'a pas envié à un sénateur ou à un député national. Est-ce que c'est possible avec Ilunga et Félix Tshisekedi? C'est possible, monsieur Fabien. Je voudrais encore une fois encourager M. Gabin dans sa logique. Le vrai problème chez nous, c'est la redistribution des ressources de manière équitable. Ça pose problème, évidemment. Vous savez, depuis un certain temps, après que nous ayons atteint les points d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés, et le gouvernement congolais avait pris la décision de ne plus s'endetter. Évidemment, quand vous rentrez encore là, on vous dit, quand on vous accorde les points d'achèvement, on doit se rassurer si en vous donnant de l'argent, vous serez dans la possibilité de payer. Et là, ça pose problème. Le gouvernement avait pris la décision de ne plus s'endetter. Et mais dès lors qu'il a pris cette décision, on se contente de ce que nous avons et distribution et partageons de manière assez équitable. Et mettre à bien souligner, cet argent, ça ne va pas servir à rajouter sur les fonctionnaires. Nous créons des richesses. En créant une banque d'investissement, ça peut créer de l'emploi, ça peut créer des choses. Voilà l'idée. Maintenant, vous me posez la question sur le Premier ministre. Moi, je me dis,
nous avons des sérieux problèmes. Il faut qu'ils travaillent de manière à ce qu'ils puissent d'abord mettre fin au coulage des recettes de l'État. Cet argent, ça peut aider dans beaucoup de choses. Les enseignants souffrent. L'autre fois, je vous ai suivi, vous avez dit, les enseignants congolais, quand ils ouvrent sa bouche, il est dans l'insécurité linguistique. Ces enseignants ne sont plus recyclés. Ça pas pose tous, problème. hein. Pas dire les enseignants congolais en général, une erreur grave du jugement. Alors, vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, je vous ai entendu de vous, peut-être que je n'ai pas mal transmis. Ça pose problème, les enseignants doivent être bien payés, recyclés. Quand un pays a un problème de l'éducation, c'est un pays qui est voué à la disparition. Alors, ceci nous permet d'aborder ce deuxième sujet. Alors, tout commence à revenir au pays. Jean-Pierre Bemba, on dit qu'il serait prêt à revenir à Kinshasa. Katumbi est déjà rentré par Lubumbashi. Et puis, Mwanda également s'annonce. Tous, ils veulent revenir. On sent que ce n'est pas facile de vivre en exil ou bien de vivre ailleurs. Alors, mais Katumbi surprend dans sa sortie médiatique. Il dit qu'il va combattre la corruption et le trafic d'influence. Alors, quels sont les atouts de Katumbi pour combattre ce grand fléau, la corruption? Je vais répondre à cette question, juste une histoire. C'est pour dire, vous avez un camp de réfugiés, il y a 2000 réfugiés, il y a un sac de riz, les gens se battent sur le riz. Vous dites, il faut bien distribuer ce sac de riz pour 2000 personnes. Et nous, je vois qu'on dit non, c'est pas ça qui importe. C'est qui importe. S'il vous plaît. C'est qui importe. C'est augmenter. S'il vous plaît. Maintenant, c'est lui qui parle. C'est augmenter le nombre de sacs. C'est moi qui le protège. C'est moi qui le protège. C'est ça. C'est un mauvais exemple. Terminez votre raisonnement. Ce qui importe le plus, c'est pas combien on distribue ce sac de riz à 2000 personnes. C'est peu. On doit prendre la priorité, c'est d'augmenter le sac de riz pour nourrir tous les camps de réfugiés. Et c'est ça la discussion. Et c'est ça que je peux vous expliquer. J'ai dit comment on augmente si on ne crée pas la richesse. C'est ça que je peux vous C'est comme ça. En réduisant, non, c'est impossible. À chacun 2 minutes. Deuxième sujet, je dis qu'aujourd'hui, vous avez les Katumbi qui rentrent, mais ils sont à court d'arguments. Je dis, la Mouka, ce n'était pas une association d'idéologie. C'était une association d'ambition. Maintenant que le débat, c'est ça qui a démontré même les élections, étaient faites sur base de personnes, des discussions disaient Kabila dégage. Et quand Kabila ne s'est pas, l'ex-président ne s'est pas présenté, on était en manque d'arguments. Maintenant là, on a besoin d'une opposition pour notre démocratie congolaise. Et en voyant voir tous ces discours, comment ils reviennent, ils semblent revenir avec un discours de réconciliation. C'est démontrer déjà que même à l'extérieur, même ici, c'est le grand danger qui nous empare. Certains disent... Un médiateur entre Félix Tshisekedi et Fayoulou, mais qui prend le stylo rouge pour combattre la corruption sans avoir les actes. Il n'a rien, il ne peut pas combattre. Ça veut dire qu'il se voit déjà peut-être ministre. Voilà. Peut-être se dit déjà ministre, peut-être gouverneur de la banque. On ne sait pas. Peut-être il y a des ondits qu'on ne comprend pas. Mais on s'attendait à un Katumbi opposition. On s'attendait à des gens opposants, mais maintenant, il y a un danger à l'opposition que tous reviennent et se voient déjà en train de partager le gâteau. Et c'est ça le grand danger. Alors, Fumutoto, est-ce que vous y voyez un danger concrètement pour une opposition congolaise? Katumbi, comment lui-même, cet homme d'affaires, ancien gouverneur, va-t-il combattre la corruption? Katumbi. Merci d'arrêter, je vais préciser une chose. Je vais demander au Premier ministre, s'il vous plaît, les conseils ou la demande, c'est de nous soustraire des budgets de fonctionnement et insérer le Congo au budget d'investissement. Or, aucun pays ne peut avoir tentative de se développer avec des budgets de 10 milliards, de 20 milliards. Voilà. En tout cas, ce que mes frères disent ici, c'est le bon sens. Ça n'a pas de rapport avec le développement économique parce que la RDC n'est pas un modèle du développement. Et le pays auquel nous faisons allusion, ce sont ce pays-là que nous imitons. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore inventé. Il faut souder. Tu as refusé que je parle dans ton temps. Il faut souder la bonne gouvernance et la maîtrise de l'assiette fiscale sur le plan interne, bien sûr. Mais il faut que le Congo lui-même soit riche. Or, avec le budget de 5 milliards, même 50 milliards, le pays est pauvre. Et donc le peuple ne peut pas se retrouver. Éviter le populisme, faisons les débats des intellectuels, des cadres. S'il vous plaît, c'est que vous avez mal communiqué. Parce que si je n'ai rien compris, c'est que vous avez mal communiqué. Non, mais alors s'il vous plaît, mais Gabet, tu as refusé que j'interfère quand tu parlais. Tu vois maintenant, tu me reproches. Tu fais ce que tu me reproches, alors que je n'ai pas fait comme vous. Simple.
il faut savoir qu'on peut exercer le pouvoir de changement sans être ministre. Ce que fait les associations, les ONG consorts. Si Moïse Katumbi n'était pas aux institutions, voudrait contribuer en tant qu'acteur social ou en tant qu'opposition, parce que le rôle de l'opposition n'est pas d'insulter. D'ailleurs, moi je vais même dire que jusqu'à présent, au regard de la loi portant statut de l'opposition, personne n'est pas encore s'appelé opposition, parce qu'on ne s'oppose pas à la figure de quelqu'un. L'article 2, 3, 4 dit, et de l'opposition, les partis ou les regroupements qui ne soutiennent pas le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement n'est pas encore là. Vous vous dites opposant, vous vous opposez à quoi? Et une fois que le programme du gouvernement est sorti, un opposant doit formuler des contre-propositions. Par exemple, le président de la République dit 4 axes principaux, 20 piliers. Vous ne pouvez pas dire je ne suis pas d'accord avec lui. Vous dites moi je propose 5 axes, c'est peut-être autre chose avec 51 piliers. Mais chez nous les opposants ne font jamais leur travail généralement. On s'oppose à la personne, à sa tribu, et parce que l'autre c'est le tribunal, je ne me suis pas retrouvé. Nous sommes dans la lutte. La MOUCA doit avoir un autre projet de société contraire au projet de société de la coalition au pouvoir. Et maintenant, par exemple, sur le chômage, nous disons ceci, nous qui sommes au pouvoir, et ils disent, sur la même question, les contraires. Sur le plan économique, nous voulons une politique socialiste, et ils proposent peut-être une politique contre la corruption. La corruption. Nous avons choisi très simple. Précis, oui. J'avais dit ici qu'on ne change pas l'homme en le conscientisant ou en le prêchant. On change l'homme en lui ravissant les antivaleurs, surtout en les remplaçant. Parce que j'entends aussi les gens disent qu'ils vont combattre le tribalisme. Tous nous sommes des tribalismes. Les tribalistes, le combat contre le tribalisme, ce n'est pas le combat de Fumutoto contre Sekimoni. C'est le combat de chacun de nous Congolais contre d'abord lui-même. Parce que chacun de nous d'abord tribaliste dans sa tribu. Mais maintenant, au lieu de combattre le tribalisme, il faut créer de nouvelles valeurs qui remplacent le tribalisme. 2. Il faut retirer par le pouvoir d'État les antivaleurs en termes de tribalisme et il faut contraindre l'homme à aller vers le bien. Gabin, Fumutoto a ramassé tout. Voilà. J'ai dit une fois de plus, Fumutoto et Jojo sont à côté. Oui, j'ai dit par rapport aux idées qu'ils ont développées, ils sont à côté de la plaque. Oui. Parce que justement, moi je suis en train de démontrer nous voulons créer la richesse. Sans créer la richesse, que le budget va augmenter. Parce qu'ils vous disent, oui, mais si le budget à 150 milliards de dollars et qu'on donnait à un député 12 000 dollars, ça ne pose aucun problème parce qu'on a un budget de 150 milliards de dollars. Moi, j'ai dit, mais comment vous faites pour arriver à un budget de 150 milliards? Lui dit, non, il faut augmenter les SMIC. Vous augmentez les SMIC sur les pauvres, vous les mettez encore plus en difficulté dans une situation comme ça. Attendez. Non, j'ai dit, non, je parlais de... Attendez. Vous faire revenir au sujet quand même. Attendez. Lutte contre la corruption. Non, je dis. C'est parmi le cheval des je ne parle pas de l'augmentation du SMIC, je parle de l'augmentation de l'impôt sur les salaires. L'impôt sur les salaires, etc. Mais quand on augmente le SMIC, on augmente l'impôt. Attendez, non. Et on enlève le TVA. Ça rebalance. Est-ce que je suis protégé? Vous êtes protégé. Est-ce que je suis protégé? Ok, je m'excuse. Mais par contre, moi j'ai dit, nous voulons tous augmenter les budgets de l'État parce que plus l'État a de moyens, mieux ça vaut pour permettre à l'État d'intégrer, de les intégrer dans les secteurs sociaux, en termes de salaires, etc. Mais comment arriver à cela? Moi j'ai dit, il y a plusieurs moyens. Comment s'endetter, ça fait partie des moyens. Mais on peut aussi dire, mais nous avons le peu, comment nous les gérons? C'est pour cette raison que j'ai dit, par exemple, si on prend l'argent venant du fait que beaucoup sont plus payés par rapport à d'autres, ça nous permettrait, par exemple... Attendez, vous n'avez pas la parole. Attendez. Vous n'avez pas la parole. Aujourd'hui, dans notre pays, si nous avons, ne serait-ce une banque agricole... De combien de débit? Attendez, moi je peux vous démontrer qu'au bout de 5 ans... Vous jouez mon rôle. Je peux vous démontrer qu'au bout de 5 ans, si on réduit les salaires des ministres, comment dirais-je, des députés, sénateurs, présidents, mandataires de l'État, combien? Attendez, ça peut nous donner déjà la première année 250 millions de dollars. On peut commencer, attendez, encore que je suis modeste quand je parle de 250 millions de dollars. On peut commencer une banque agricole la première année avec un capital social de 250 millions de dollars, tout en sachant que l'année prochaine, ça sera encore 250. Au bout de 4 ans, nous avons 1 milliard de dollars. Très bien. Si vous avez 1 milliard de dollars dans un outil pour le développement agricole,
vous imaginez ce que vous pouvez produire en termes de biens pouvant permettre justement à la population de pouvoir se retrouver. Un petit mot sur la lutte contre la corruption, l'engagement de Moïse Katumbi Chapwe. La lutte contre la corruption, c'est les cancers pour ce pays. Et pour moi, ces cancers, c'est déjà métastasé. Oh là là. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que chacun de nous doit lutter contre la corruption. Ce n'est pas la seule responsabilité de l'État, mais ça doit être une responsabilité citoyenne. Tout en sachant que si nous ne luttons pas, des fois nous participons à la corruption d'une façon ou d'une autre. Nous avons été au courant de ce qui s'est passé, mais nous n'avons pas dénoncé. Le fait de ne l'avoir pas dénoncé alors que nous avons des éléments, nous participons à perpétuer la corruption. Et si nous perpétuons la corruption, la conséquence c'est quoi? C'est que l'argent nécessaire, quand je parle de la corruption, c'est-à-dire les détournements des deniers publics, hein, c'est un peu global, les blanchiments des capitaux. Je vais vous dire que dans ces pays, l'infraction la plus commise dans ces pays, c'est le faux et usage de faux. Vous allez constater qu'au niveau des ministères, différents ministères, quand il y a l'argent des frais de fonctionnement qui arrivent, eh ben, les gens prennent cet argent, le mettent dans la poche, on fait fabriquer des fausses factures, etc. De telle sorte qu'on puisse bien évidemment présenter sa comptabilité conforme. Ah, voilà. Ça veut tout simplement dire que si nous nous battons contre ces antivaleurs-là, ça permettra justement, en dehors bien évidemment de la réduction Vous êtes des déjà salaires. engagé au niveau de cash avec votre partenaire de l'alternance FCC pour combattre cette antivaleur. Il y en a beaucoup. Mais Moïse Katumbi, quelle chance vous lui donnez, lui, personnellement? Moi, je dis, Moïse Katumbi les affaires a été en exil pendant 3 ans. Oui. Il est vrai que sa gestion au Katanga a posé beaucoup de problèmes dans la mesure où, lorsque vous lisez même des rapports parlementaires, cette gestion a été aussi une gestion problématique dans la mesure où on dit aujourd'hui qu'il a profité pour s'enrichir suffisamment. 3 ans d'exil, si Moïse rentre en disant « Bon, dans le passé, ça n'a pas été fameux, maintenant je vais essayer d'apporter ma modeste contribution dans le cas de la lutte contre la corruption », nous devons applaudir. Donc, ne considérons pas le combat contre la corruption comme un combat exclusivement réservé aux institutions de l'État. Chacun de nous peut apporter sa modeste contribution pour arriver à cela. Et je salue cet engagement de Moïse Katumbi. On veut voir cet engagement se concrétiser. Alors, vous êtes vraiment modeste. Reste un petit mot avec vous pour chuter le diamant, le vrai faux diamant, commence à beaucoup nous intéresser aussi. L'information était une surprise quand même au CEC. Voilà. Vous avez suivi la nouvelle? Oui, bon, je n'ai pas dit un mot sur la corruption. J'aimerais commencer par là. En fait, moi je me dis... Moïse Katumbi, quand il parle de lutter contre la corruption, mais je le vois un tout petit peu s'intéresser au poste de porte-parole de l'opposition, parce que Katumbi a des députés, c'est, je dirais, la première force de l'opposition. Donc il a beaucoup de députés, il peut bien négocier ce poste-là, ça peut lui permettre de bien jouer ce rôle. Et deuxièmement, mais toujours dans ces mêmes ordres d'idées, il faudra alors qu'on arrive à faire en sorte que nos mines puissent être, donc doivent cesser d'être l'apanage d'une famille ou d'un groupe d'individus. Nous sommes un pays riche, mais malheureusement nos mines ne profitent pas aux Congolais. Donc toujours dans cette lignée-là, moi je pense qu'il faut travailler pour que les mines congolaises profitent aux Congolais. Et je termine en disant, concernant votre histoire des diamants, en fait moi je fais confiance au centre d'expertise et d'évaluation des certifications des substances minérales précieuses et semi-précieuses, qui a dit que c'est un faux diamant. En tout cas, très honnêtement, je ne peux pas contredire une institution assez Alpha Mototo, il est issu du Sankourou. Ce diamant est venu de lui. Mais ce diamant a passé quand même autant de jours pour finir par devenir quand même un vrai faux diamant. Finalement, un ouf de soulagement. Ça signifie qu'il y a un problème d'hommes, d'écriture et d'organisation au Congo. Un niveau d'identification a dit que c'est un vrai diamant, et avec les documents. Et un autre niveau d'expertise vient de dire que c'est un faux diamant. Alors qu'un ministère de l'Intérieur s'est mobilisé pour aller s'occuper de la question de ces diamants qui n'est pas diamant. Vous pouvez vous imaginer. Donc moi, ce que je peux demander aux Congolais, c'est de dire, oui, moi je suis FCC. Si nous avons soutenu et continuons à soutenir Lambert Mendo Malanga, c'est tout simplement parce que c'est le ticket gagnant du FCC. Et question de discipline, nous devons rester avec lui. Mais il y a d'autres membres qui se réclament du FCC qui en veulent à sa vie. Mais se trompent les cibles. Ce n'est pas Lambert Mendo Malanga qui est l'ennemi de Sankourou.
Et c'est dans ce sens-là que Moïse Kanga soutient la mer Mende, parce que tout simplement parce que nous avons compris que le désenclavement, la pauvreté, l'ignorance, la peur, le sous-développement et consorts, ce sont les vrais ennemis du Sankour. Mais je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, un grand nombre de ressortissants du Sankour ne girent que contre la mer Mende, comme si c'est la mer Mende. Alors que si nous vérifions à la lumière de la vérité, la mer Mende peut être parmi les 2 premiers ressortissants du Sankour qui ont investi au Sankour. Gabin, ce diamant, ça a été une surprise quand même, l'expertise du CEC. Mais c'est pour vous dire que ces pays, beaucoup de gens ne sont pas sérieux. Ça fait des semaines, c'était le diamant avec tous les documents. Ces gens ici étaient dans une légalité. Et quand on dit diamant des 86 ou 87 carats, ça veut dire que effectivement c'est un diamant d'une façon ou d'une autre certifié. Moi, je pense personnellement que ces diamants-là, quand j'analyse, je regarde un peu le comportement des gens. L'annonce aujourd'hui que ces diamants n'en est pas un est une annonce suspecte parce qu'elle intervient au moment où la justice a dû se mêler. Lambert Mende se retrouve devant une situation où, d'un côté, il dit, bon, j'ai été brutalisé par la police, bon, ces gens-là sont sanctionnés, mais en même temps, on dit, mais toi, tu as été un ancien ministre, bon, maintenant, comment tu peux te retrouver avec un diamant de 86 carats? Il a oublié le fait qu'il avait mentionné que tous les documents étaient réunis, tout s'était fait dans la régularité. Ils ont tout simplement utilisé ces centres-là d'expertise pour tout simplement brouiller les pistes. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est un mensonge grossier, ça se voit à l'œil nu. On n'a pas besoin des spécialistes et des grands analystes pour comprendre que telle est la situation. Ça, c'est désacraliser toute une institution. Je peux seulement dire que l'histoire du diamant reflète l'histoire du Congo, de l'indépendance, de ce qu'on est. Aujourd'hui, on continue à dire on est riche, on est ceci. À la fin de compte, on n'est rien. Merci. Jo Sekimonyo, Fumuntoto, Gabin Lulendou, Jires, merci également à vous. Nous pouvons continuer le débat. Ça ne se termine pas, c'est jusque la semaine prochaine.